Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce mercredi 29 septembre 2021. À la une de l'actualité, 2 personnes ont été tuées et 4 autres blessées à la grenade la nuit de ce mardi sur la colline Bugizo de la zone de Katumba, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. À la une également, la nouvelle escalade de violence au Burundi a des origines, selon l'Alliance nationale pour le rétablissement de la démocratie au Burundi, ANELANSIC. Il s'agit d'une part des groupes armés qui sont contre le régime CNDD-FDD et d'autre part des actes de violence qui portent la signature du pouvoir en place, selon toujours la maire. L'actualité à la une de ce mercredi, c'est aussi 2 détenus de la prison centrale d'Omimba qui sont introuvables depuis 7 jours après avoir été retirés de cet établissement pénitentiaire par des agents de la documentation. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Je vous le disais dans le titre, 2 personnes ont été tuées et 4 autres blessés à la grenade de la nuit de ce mardi sur la colline Bugizo de la zone de Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Les informations en provenance de la zone de Gatumba font savoir que la police a pas après assassiné l'auteur de ce forfait. Le point avec Josiane Mouzanez. Vers 19h de ce mardi, des gens pour la plupart originaires de Gatumba étanchaient leur soif dans un bistrot appartenant à un certain Joseph Baranderekeye. Parmi eux se trouvait le nommé Nestor Ndagijimana, un Imbonirakoulé de la place. Selon nos sources, ce dernier se serait chamaillé avec le propriétaire du dit bistrot jusqu'à lui lancer une grenade qu'il avait sur lui. Joseph Ndereimana est mort sur place, de même qu'un motard de la place prénommé Pascal. Selon les mêmes sources, 4 autres personnes, dont l'épouse de Nestor surnommée Radka, ont été blessées et ont été évacuées dans une structure sanitaire pour y recevoir des soins. Cette version des faits est confirmée par la police nationale qui a reconnu avoir par après embarqué le criminel, un criminel qui n'est pourtant pas arrivé entre les mains de la justice car tué par la même police en cours de chemin. La raison avancée serait que le dit criminel aurait été abattu lorsqu'il tentait de fuir, ce qui a suscité beaucoup d'interrogations de plus d'un qui pensent plutôt à une exécution extrajudiciaire visant à effacer toute trace du crime, surtout après que l'administration locale a donné une autre version des faits diamétralement opposée à celle de la police. En effet, dans une interview accordée ce mercredi à nos confrères de la radio-télévision nationale, Simeon Wutoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, lui, a fait savoir que le criminel a été tué par la grenade qu'il venait lui-même de lancer. Cette autorité administrative a également parlé de 4 personnes tuées sur le champ. Il détenait une grenade illégalement, il a dégoupillé et puis il a un peu tardé, la grenade a explosé sur lui, elle a emporté avec 3 autres personnes qui étaient avec lui. Merci à toi Josiane Mouzaneza. Toujours en page sécurité, la nouvelle escalade de violence au Burundi a 2 origines. Pour l'Alliance nationale pour le rétablissement de la démocratie au Burundi, ANELANSIC, il s'agit d'une part des attaques des groupes armés et qui ont déjà été revendiquées. Cela, selon l'ANER, le font parce qu'ils ont été obligés par le pouvoir CNDD-FDD. D'autres ces actes de violence portent, selon toujours l'ANER, la signature du régime CNDD-FDD. Certains de ces actes terroristes sont opérés dans le cadre des règlements de compte personnels entre les membres de ce parti au pouvoir, selon Jérémy Minag. Dans sa déclaration, l'ANEL appelle le pouvoir en place à s'engager dans des négociations inclusives pour trouver une solution politique durable à la crise burundaise. Et à la communauté internationale, l'ANEL l'implore de sortir de sa torpeur et d'exiger Varis Ndayishimiye des actions concrètes visant le retour à la démocratie et à l'état de droit avant d'envisager une éventuelle reprise de la coopération avec le Burundi. Je vous propose d'écouter Jérémy Minani, il est président de l'Alliance nationale pour le rétablissement de la démocratie au Burundi, ANER.
Tout d'abord, il y a ces attaques de groupes armés qui ont été revendiquées par des citoyens burundais qui, en suprême recours, ont été obligés de prendre les armes pour convaincre le régime burundais de sortir de son obstination à nier la crise qui sévit dans notre pays et à chercher une solution durable à cette crise. Alors, ces attaques pour nous sont justifiées au regard de l'arrogance du régime burundais qui continue de dire que tout va bien alors que notre pays est dans un chaos complet. Deuxièmement, il y a ces attaques que je peux qualifier de terroristes, des attaques à la grenade, des embuscades sur les axes routiers qui sont opérées par le Service national des renseignements ou qui sont opérés dans une logique de vengeance entre les membres de la clique qui gère illégalement le Burundi. Et toutes ces attaques ont en commun le fait que après ces attaques, il y a une chasse à l'homme qui est engagée contre les opposants. Une chasse aux sorcières commence, les opposants sont systématiquement arrêtés, certains d'entre eux ne réapparaissent plus, d'autres sont exécutés sur le champ, tous accusés de soutenir les rebelles ou d'avoir pris part dans ces attaques. Alors qu'en réalité, ce sont des attaques planifiées par le régime. D'ailleurs, si on regarde la rapidité des arrestations qui suivent ces attaques, le profil des personnes arrêtées, il n'y a aucun doute que ce sont des arrestations qui sont opérées sur des listes préétablies par le régime. Alors, l'objectif du régime, apparemment, c'est de faire taire l'opposition, de justifier sa répression sanglante contre ceux qui s'opposent à sa terreur. Alors, concernant la solution durable à la crise, nous avons toujours dit qu'il y a une crise, il faut une solution, et cette solution n'aura jamais eu lieu lorsque l'on n'aura pas eu des négociations inclusives. Le régime doit comprendre qu'il faut des négociations. Si le régime ne s'y engage pas, les Burundais, la communauté internationale doivent mettre la pression maximale sur le régime pour que le régime comprenne que si une solution durable n'est pas trouvée, notre pays se dirige inéluctablement vers notre guerre civile. En page des droits de l'homme, 2 détenus de la prison centrale de Mimba sont introuvables depuis 7 jours après avoir été retirés de cet établissement pénitentiaire par des agents de la documentation. Leurs proches s'inquiètent et demandent d'être informés de l'endroit où se trouve leur. Les détails avec Roger Duvalemesh. Emery Niyombabadi, natif de la commune Mugamba en province de Bururi, et Prince Nhakirutimana, natif de la commune Muhuta en province de Bujumbura, sont ces 2 détenus de la prison centrale de Mhimba, introuvables jusqu'à l'heure actuelle. Tous les 2 étaient locataires de la prison de Mhimba après qu'ils aient été arrêtés au cours de cette année sur base des accusations de collaboration avec des groupes rebelles. Les informations qui émanent de la prison centrale de Mhimba révèlent que ces 2 prisonniers ont été retirés de la prison par les agents du service national de renseignement. Selon les mêmes sources, Emery Niyombabadi et Prince Nhakirutimana auraient été soupçonnés de détenir des informations obtenues de la part des rebelles qui ont récemment perturbé la sécurité dans différentes localités du pays. Ces mêmes sources accusent certains détenus de la prison centrale de Mhimba qui collaborent avec la documentation d'être derrière les accusations portées contre Emery Niyombabadi et Prince Nhakirutimana. Certains proches et amis de ces 2 détenus ont révélé à la RPA qu'ils sont inquiets du sort de ces 2 détenus. Pour cause, ils sont allés au 2e retrait de la prison de Mhimba sur ordre des agents de la documentation. Leur premier retrait est survenu il y a quelques jours selon nos sources et les 2 détenus avaient passé une journée au cachot de la documentation à mairie de Bujumbura. À cette époque, ils avaient été également accusés par certains de leurs co-détenus de détenir des informations sur de probables attaques sur le territoire burundais. Lorsque les agents de la documentation sont venus les prendre à Mhimba pour la première fois, un des 2 détenus, à savoir Emery Niyombabadi, aurait même subi des tortures et est revenu à Mhimba dans un mauvais état sanitaire. Une raison qui pousse nos sources à craindre pour la sécurité des détenus Emery Niyombabadi et Prince Nhakirutimana. Certains proches et amis de ces 2 détenus demandent à la direction pénitentiaire de Mhimba de communiquer le lieu où ils se trouvent actuellement. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre la direction de la prison centrale de Mhimba. Merci à toi, Eloge Duvalemesh. Après cette écoute et pause, nous parlons santé. RPA. La pandémie de Covid-19 est en train d'emporter de nombreuses vies humaines partout dans le pays à cause de l'irresponsabilité des dirigeants burundais, alors que certains d'entre eux se sont protégés par des vaccins. Cela ressort du communiqué du parti MSD
qui dit être préoccupé par le sort d'une population totalement délaissée devant une situation sanitaire catastrophique, et ce depuis l'apparition de cette pandémie. Le détail de ce communiqué du MSD avec Francine Mahou. Depuis le début de l'apparition de la COVID-19, le gouvernement du Burundi a manifesté en demi bien qu'il savait que cette pandémie était bel et bien présente dans le pays. C'est pour cela qu'il n'a pas entrepris des actions de grande envergure contre son fléau, selon le parti MSD. Dans un communiqué de ce mardi signé par son président Alexis Nduhije, le mouvement pour la solidarité et la démocratie indique que le gouvernement n'a élaboré aucun programme de vaccination et ne disponibilise pas de vaccins pour les citoyens, alors que le président de la République, Évariste Ndayishimiye, et sa délégation se sont fait vacciner pour se rendre aux États-Unis, laissant la population contre ses morts. Le parti MSD appelle alors la population burundaise à contribuer pour sa propre sécurité sanitaire en choisissant un comportement conforme. La population doit également revendiquer pacifiquement son droit à la vie et à la sécurité face au Covid-19. Le parti MSD demande aussi à la communauté internationale de peser de toute son influence pour contraindre le gouvernement burundais à ouvrir grandement les portes de l'OMS pour qu'elle intervienne dans la prise en charge de cette pandémie et prépare une campagne de vaccination. Au cas contraire, le parti MSD estime qu'en plus des enlèvements, des emprisonnements arbitraires et des assassinats des opposants par la milice et les services de renseignement, le régime du parti CNDD-FDD ôte aux citoyens le droit à la sécurité sanitaire. Face à cette situation, selon toujours le communiqué du parti MSD, la communauté internationale ne peut pas rester les bras croisés sous prétexte de respect de la souveraineté d'un État. Merci à toi aussi, Francine Mahoro. Toujours à ce chapitre, un atelier de validation du code de déontologie des prestataires de services et ceux de santé du Burundi a été organisé ce mercredi. Selon Onesphore Nzigirawaja, l'assistant du ministre de la Santé, ce code pourra faire diminuer les plaintes des patients qui ne cessent d'accuser l'irresponsabilité certains membres du personnel des structures de santé. Écoutez plutôt Onesphore Nzigirawaja, il est assistant du ministre de la Santé publique. L'innovation qui est principalement apportée par ce document, c'est que là, il y avait un ancien document du code de déontologie médicale, mais ce document qui existait, en le consultant, ça faisait semblant que ça s'intéressait seulement aux médecins, alors qu'au niveau de la formation sanitaire, ceux qui accueillent les malades, ceux qui soignent les malades et même ceux qui font payer les malades, ils ne sont pas toujours des médecins. Donc on a voulu que le document actualisé prenne en compte de tout le personnel qui travaille au niveau de la formation sanitaire. Les patients vont doublement gagner parce que les patients, en consultant ce document, ceux qui savent lire, pourront voir leurs droits et, quand ils s'adressent au niveau des formations sanitaires, mais également le personnel prestant dans les formations sanitaires et pourront également consulter le document et voir les limites de leurs droits et voir même les sanctions qu'ils peuvent encourir en cas de dérapage par exemple. Et ça pourra également permettre à ces prestataires de soigner très bien leurs patients, mais également de les accueillir et de les orienter au niveau des formations sanitaires. Vous comprendrez donc que les malades qui vont demander des soins au niveau des formations sanitaires vont gagner doublement parce qu'ils vont être en face des prestataires qui savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire à leurs bénéficiaires. Après cet atelier, le document est validé et ce sera le moment de l'adresser à ceux qui vont apposer la signature. Comme ça va être mis en vigueur immédiatement. L'atelier de validation de ce code de déontologie s'est tenu à Bujumbura et a vu la participation de tous ceux qui sont concernés par cette question, entre autres les représentants du personnel soignant et non soignant, les syndicats, la société civile et les représentants des patients. Parlons gouvernance à présent, il y a des grognes au sein des demandeurs de documents de voyage délivrés par la police de l'air
des frontières et des étrangers, PAF en sigle. Mis à part un grand retard enregistré pour l'octroi de ces documents, ces voyageurs indiquent que des points de verre leur sont également exigés. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Avoir accès au passeport délivré par la police de l'air, des frontières et des étrangers ces derniers jours est un véritable parcours de combattants. Ceux qui déposent leur dossier à Bujumbura pour solliciter ce document indiquent qu'ils attendent longuement en vain. Et parmi les demandeurs de ce passeport, relate des irrégularités observées au sein de cette institution. La question de passeport à la PAF de Bujumbura est devenue un casse-tête. Nous avons constitué le dossier exigé et à la réception, on vérifie si ce dossier est complet. Ensuite, nous allons payer la somme due à la banque et nous attendons la sortie du passeport en vain. Des fois, ils disent que la présence physique de la personne concernée est obligatoire. Mais on nous dit toujours que soit le commissaire général n'est pas disponible ou qu'il est en réunion. Et s'il se présente au service, il reçoit qui il veut ou ceux qui l'avaient contacté par téléphone au moment où les autres rentrent bredouille. Fatigués par cette longue durée d'attente, certains gens préfèrent verser des pots de vin aux policiers de la place afin que leur dossier puisse avancer. Ceux qui sollicitent ce document s'indignent par le fait qu'ils viennent de passer plus de 8 mois sans issue favorable, alors qu'officiellement le passeport est délivré dans une période ne dépassant pas 3 jours. Aujourd'hui, il y a des passeports qui totalisent 8 mois sans être signés. D'autres sont là il y a bientôt 10 mois et cela dépasse l'entendement. Ce qui est étonnant, c'est qu'à l'entrée, il est mentionné que l'octroi du passeport ne peut pas dépasser une période de 3 jours. Vous savez qu'à Bujumbura, la ration, l'hébergement, tout cela c'est de l'argent et on doit ajouter également les frais de transport. L'argent que nous avons payé est en train d'être utilisé alors que chez nous, c'est une perte énorme. On nous dit que le dossier se trouve au bureau numéro 208 et c'est celui du commissaire général. Reçoivent seulement le passeport ceux qui ont payé une somme de 200 000 francs qui s'ajoute à son prix officiel qui est de 235 000 francs burundais. Contacté à ce propos, Romuald de Baronvia, commissaire adjoint de la PAF, nous a renvoyé au porte-parole de cette institution, lequel nous n'avons pas pu joindre. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Après cette petite pause, nous parlons éducation. Les enseignants de l'école La Clairière, située au quartier Mutanga-Nord en mairie de Bujumbura, réclament 3 mois d'arriérés de salaire. Les mésententes entre les responsables de la dite école seraient à l'origine de cette situation. Ce qui se répercute sur les élèves, vu que la qualité de l'enseignement en prend aussi un coup. Le point avec Marie-Ange Ilakoze. L'école La Clairière, située au quartier Mutanga-Nord en mairie de Bujumbura, compte plus de 1000 élèves et plus d'une trentaine d'enseignants. Parmi les enseignants figurent des vacataires, d'autres sont des permanents qui ont des contrats à durée indéterminée. C'est cette dernière catégorie qui se lamente car elle vient de passer 3 mois sans être payée, c'est-à-dire les mois de juin, juillet et août 2021. Certains enseignants de cette école qui se sont entretenus avec la RPA révèlent que ce retard des salaires serait lié au conflit d'intérêts entre les 5 responsables de la dite école, dont la représentante est prénommée Assunta. Cette dernière est accusée d'avoir brigué un deuxième mandat illégal car elle vient de passer 4 ans à la représentation de la dite école alors qu'elle ne devrait pas dépasser 2 ans à ce poste. Ces enseignants lésés indiquent qu'ils se sont adressés au directeur de cette école, nommé Tuisabe, ainsi qu'à la représentante légale, la prénommée Assunta, et cette dernière leur a fait savoir que celui qui ne peut pas patienter n'a qu'à partir. Nous avons adressé nos doléances à notre directeur et ce dernier nous a dit qu'il n'est pas compétent pour nous répondre et qu'on doit patienter. Nous avons sollicité une réunion avec la représentante légale, mais cette dernière nous a conseillé de continuer à travailler car l'Assemblée générale, qu'on lui demandait d'organiser, ne sera jamais convoquée étant qu'elle occupera cette place. Il a précisé que celui qui a de quoi dire doit se présenter individuellement dans son bureau. La réponse leur donnée était que s'il ne pouvait pas patienter, il n'avait qu'à partir car l'école n'avait pas d'argent.
Ces enseignants de l'école La Clairière ne comprennent pas pourquoi la représentante Assumpta leur dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer le personnel au moment où l'école encaisse chaque trimestre plus de 5 millions de francs burundais. Le manque d'entente dans le partage de cet argent entre les responsables de la dite école serait plutôt la cause de ce retard de paiement du salaire, comme en témoigne un de ces enseignants. Les frais scolaires dans le Minerval ne sont pas versés sur les comptes de l'école comme d'habitude. Les parents sont aujourd'hui priés de donner les frais scolaires au comptable de l'école, contrairement à ce que les 5 responsables s'étaient convenus. Assumpta, la représentante, et une certaine Akeline qui vit au Kenya sont accusés par les 3 autres responsables de se partager entre elles cet argent. À ce propos, la rédaction de la FPA a essayé de joindre Assumpta, la représentante de l'école La Clairière, mais sans succès. Merci à toi aussi, Marie-Ange. Il a causé toujours à ce chapitre. Le directeur de l'école fondamentale de Murambi, en commune Matongo, dans la province Kayanza, est accusé de demander de pots de vin à celui qui fait inscrire son enfant à cet établissement. Selon certains parents des élèves, le directeur prétend que cet agent sera réhabilité cette école. Le point avec Daniel Claire, il la trouve. Daïzé Syriac, c'est le directeur de l'école fondamentale de Murambi, en commune Matongo, qui est accusé par les parents de leur exiger un pont de vin pour inscrire leurs enfants depuis la première jusqu'à 9e année, et cela depuis 3 ans, selon l'un d'entre eux. Daïzé Syriac, le directeur de l'école fondamentale de Murambi, de la direction communale de Matongo, c'est un directeur qui aime trop l'argent suite à sa façon exagérée de demander les pots de vin. Depuis la première année primaire jusqu'en 9e année de l'école fondamentale, chaque élève qui veut avoir une place à cette école doit lui donner de l'argent. Le minimum, c'est de lui donner au moins peu d'argent, mais pourvu qu'il ait quelque chose à mettre dans la poche. Personne ne peut entrer dans la classe sans avoir donné quelque chose, et cela depuis 3 ans. À cause de son comportement affiché par ce directeur syriaque, certains élèves n'ont pas pu décrocher une place à cet établissement à cause du manque de moyens, selon ses parents, qui invoquent l'exemple d'un enfant de l'ethnie Twa à qui le directeur a refusé une place en public. Pire encore, pour ce directeur, il y a un élève de l'ethnie Twa à qui il a demandé de payer une dette qu'il n'avait pas encore payée en 2019 depuis l'école maternelle. Comme les Twa n'ont pas de moyens, le directeur a refusé de l'inscrire. Les autres parents se sont réunis pour demander à ce que cet élève soit inscrit, mais en vain. Ses parents font savoir que ce directeur leur dit toujours que cet argent sert à faire l'entretien des infrastructures de cette école. Il a toujours des prétextes selon lesquels cet argent sert à la fabrication des bancs pupitres. Mais cette année, il a exagéré en demandant entre 10 000 et 30 000 en disant que c'est pour la fabrication des portes des toilettes. Donc, chaque parent qui se présentait devant lui devrait payer pour ses portes des toilettes. Même un élève en provenance d'autres écoles doit donner au moins 5 000. Les parents ayant les enfants à cette école font savoir que le comportement de ce directeur est connu par le directeur communal de l'éducation à Matongo, du fait que, dans une réunion qu'il a tenue avec les professeurs, il a souligné que chaque parent qui a donné de l'argent pour avoir une place pour son enfant doit être remboursé. Mais jusqu'aujourd'hui, personne n'a été remboursé. Nos sources en commune Matongo indiquent que Syriac Ndaïzeye a le soutien de certains ténors du parti CNDD-FDD dont Gédas Ndabirabe, le président de l'Assemblée nationale, de même que le responsable du parti CNDD-FDD dans la dite commune. Contacté à ce propos, Syriac Ndaïzeye, le directeur de l'école fondamentale Murambi en commune Matongo, nous a répondu qu'il n'était pas au courant de rien, sauf qu'il y a des gens qui le détestent et qui cherchent à l'accuser pour rien. Le directeur de l'enseignement à Matongo, lui, nous a affirmé qu'il en a déjà entendu et qu'il y a des parents qui l'ont déjà saisi. Il nous a signalé qu'il va effectuer une descente à l'école en question afin de faire le rapport. Merci à toi aussi, Daniel Claire. Il a trouvé dernière nouvelle de cette édition. La femme burundaise fait encore face à de multiples défis dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, la RPA vous fait part des problèmes que rencontre la femme et la fille autochtone burundaise. Elles indiquent que la discrimination sociale dans le domaine scolaire et foncier qu'elles ont subi entraîne de nombreuses difficultés d'intégration sociale. C'est un reportage signé Emile Niwasumba.
Les femmes et les filles autochtones se réjouissent du pas déjà franchi au niveau du développement. Celles qui se sont confiées à la RPA indiquent toutefois que la discrimination dont ont été victimes les Batois en général dans le passé a sensiblement gangréné leur éducation. Autrefois, les Batois n'avaient pas le droit d'étudier. À chaque fois qu'un Moutois se rendait à l'école, il était stigmatisé. Il y avait même une chanson qui disait « Pygmée, fabrique-moi juste un pot ». Ils étaient tout le temps tabassés et malmenés. Les femmes Tois indiquent également qu'une grande partie des filles ne parviennent pas à terminer leurs études une fois que certains besoins spécifiques à la vie d'une fille ne sont pas satisfaits. Les garçons peuvent terminer leurs études, mais ce n'est pas le cas pour les filles. Les filles ont particulièrement besoin de beaucoup de choses, notamment de la crème pour la peau, des habits et surtout des kits de dignité. Quand elle n'en a pas, ça la dérange car les autres se moquent d'elle à l'école. Elle commence à se demander ce qu'ils diront le mois prochain si cela lui arrive encore une fois. Si quelqu'un la séduit, alors elle cède facilement et décide de se marier. Autre chose, elles font savoir que même si certains Batois ont actuellement accès aux terres cultivables, cet accès reste très limité chez la femme Tois. En général, il n'y a pas de droit de succession pour la fille burundaise et il en est de même pour la fille autochtone. Une femme Tois hérite quand son mari est décédé. Le fait est que la plupart des fois, les Batois ne se marient pas officiellement. Le mari peut soit la quitter ou épouser une deuxième femme et cette concubine s'installe immédiatement dans ce lopin de terre. Les femmes et les filles autochtones demandent aux autorités et aux philanthropes de continuer à soutenir leur développement. Elles insistent que cet appui soit surtout concentré sur l'éducation et à la terre, étant donné qu'une bonne partie de cette catégorie sociale s'est déjà lancée dans des activités agropastorales. Merci à toi, Émile Nivasumba. Ainsi s'achève cette édition. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagita.